Bienvenue donc à cette nouvelle édition de ce 26 février. Bienvenue aux 20h, nous sommes donc avec Franklin Yamsi qui a donc frappé fort sur Libye Lobé. Qu'est-ce qui va donc se passer en Afrique? Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique, décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anélie. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dimanche. Bienvenue donc sur cette édition du 26 février 2025. Nous sommes donc avec Franklin Yamsi qui a donc décrypté, analysé le discours, si on peut donc dire, lorsque Libye Lobé était donc au studio avec nous et s'est donc entretenu. Qu'est-ce qu'il dit à Wandje, le trait donc de bandit? Sur le plan politique, qu'est-ce qui va donc se passer en ce moment-ci? Alors, Libye Lobé n'a donc pas fait plus pire que d'autres activistes. Dans ce studio, si vous le voulez donc très bien, nous allons donc vous faire parvenir, sur la base de la conscience de l'appartenance au même peuple africain élu, on active région par région des individus bandits, mais ils répètent la vulgate de l'UNC et du RDPC. Pendant très longtemps, c'est ce que ces gens-là ont dit, des UPCistes. C'est ce qu'ils ont dit, admirés par toutes les autres nations africaines en lutte. C'est ce qu'ils ont dit. Je vous appelle donc de mettre les cœurs, de mettre dans les partages, parce que le studio là sera donc très bien chargé. Bienvenue donc sur Ils ont refusé de maintenir le Cameroun dans le précaré français. On leur a proposé de négocier, on leur a proposé de leur trouver une place dans le régime néocolonial. Ils ont refusé. Voilà pourquoi ils ont été assassinés. Plus d'1 million de Camerounais, sympathisants pour la plupart du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, ont été exterminés parce qu'ils étaient engagés autour de ce leadership de libération du pays. Voilà la vérité. Donc, nous avons quelques perturbations au niveau de notre réseau. N'oubliez donc pas de nous soutenir sur cette chaîne politique. Les ethno-nationalistes camerounais de tous les bords. Je vous ai dit que dans mon pays natal, le Cameroun, la plupart des individus sont caractérisés par un double discours. Il y a ce qu'ils disent quand les caméras sont branchées et que beaucoup de gens les regardent. Et puis il y a ce qu'ils disent quand les caméras sont coupées et que beaucoup de gens ne les regardent pas. Le Camerounais, la Camerounaise, et c'est valable pour la majorité d'entre nous, est habité par une double personnalité. Il a une personnalité officielle, apparemment républicaine, apparemment panafricaniste, apparemment révolutionnaire et même reconnaissante envers tous les Camerounais qui ont lutté avant. Ça c'est la coquille. Mais allons voir la noix qui est dans la coquille. La personnalité réelle du Camerounais moyen. C'est une personnalité pétrie de tous les préjugés que sa famille lui a inculqués. Les préjugés de son ethnie. Les préjugés de sa religion. Les préjugés de sa région envers tous les autres. Voilà ce qui constitue encore le noyau de la personnalité du Camerounais. Conséquence, vous avez affaire à une profusion incroyable de faux types et de fausses femmes qui se tiennent devant vous pour vous parler de politique dans mon pays natal. En apparence, ils ont compris que le pays nous appartient à tous. Et ils font semblant quand les circonstances sont trop stressantes et que les déclarations sont écoutées et suivies. Mais dès que le stress de la pression du regard, la pression de l'analyse, la pression des caméras tombe, tu les entends recommencer. Les uns disent des insanités sur les Bami. Les autres, des insanités sur les Bassa. Mais Libye Lobé, il n'a rien dit que les Camerounais ne disent pas habituellement. Les Camerounais sont habitués à dire les insanités les uns sur les groupes ethniques des autres.
vrai ou c'est faux? Les Camerounais sont très habitués à ça, c'est banal dans les familles. C'est banal quand on se retrouve entre soi. Par exemple, quand on a une réunion des gens du même village. Les Camerounais sont capables de se défouler. Mais je dis même à l'intérieur de la même région. C'est-à-dire que prenons même la région du Cameroun en pays Bassa. Une réunion des Bassa, des Eka, est l'occasion où les gens vont se lâcher pour dire des préjugés sur les Bassa d'Edea. Une réunion des Baham est l'occasion où les gens vont se lâcher pour dire leurs préjugés sur les gens de Bafoussa. Une réunion de Tchang est l'occasion où les gens vont se lâcher pour insulter les gens de Banganté. Au Cameroun, c'est banal. Dire des méchancetés sur les autres, sur la base des préjugés qui nous ont été inculqués, c'est une habitude chez nous. Et l'imbilobe n'est que le symptôme d'une maladie collective. Soignons la cause. Quand vous voyez quelqu'un qui a la fièvre, si vous vous contentez de lui donner du Doliprane, est-ce que vous avez soigné la fièvre? Non. Il faut savoir pourquoi il a la fièvre. Est-ce qu'il a été piqué par un anophèle? Est-ce qu'il a la fièvre parce qu'il est en train de faire une appendicite? Est-ce qu'il a la fièvre parce qu'il est en train de faire une pneumonie? Donner le Doliprane à quelqu'un qui a la fièvre soigne les symptômes, mais pas la maladie. Et le Camerounais que vous voyez là, il est malade. Le Camerounais est malade, l'Africain est malade. Il est malade de la doctrine, justement coloniale. Il est malade de la doctrine néocoloniale, la doctrine despotique, le tribalisme d'État. Et il est malade du tribalisme, le micro-tribalisme familial, clanique, ethnique, dans lequel il est élevé. C'est son petit lait, il grandit dedans. Voilà l'état dans lequel se trouve le Camerounais. Et l'Imbilobe n'est que le reflet de la moyenne, de l'état mental du Camerounais. Les propos de l'Imbilobe contre Wandé sont tout à fait comparables à des propos que tiennent des Camerounais de toutes les ethnies, les uns sur les autres, sur la base de généralisation intempestive et abusive. Les uns traitent les autres de sauvages. Les uns traitent les autres d'escrocs. Les uns traitent les autres de soulards. Soulards. La consommation, c'est leur affaire. C'est tout. Ah, ceux-là sont les escrocs. Voler le terrain des gens, c'est leur affaire. C'est tout. Les Camerounais font ça tous les jours. Et le problème qui me choque, moi personnellement, c'est que ce tribalisme populaire, cet ethnicisme naturalisé, banalisé, ne choque pas les Camerounais. De temps en temps, les mêmes là, qui disent des énormités les uns sur les autres, quand ils sont en off, ils se concentrent sur l'un de ceux qui disent des énormités comparables aux leurs. Et Limbilobe, mais ce qu'il a dit contre Wandé, parce qu'il a dit peut-être sur une chaîne de télévision, mais cachez-vous pour écouter les Camerounais. Dès qu'il y en a un qui est contrarié dans ses ambitions politiques, cachez-vous pour entendre ce qu'il dit de celui qui le contrarie. Le réflexe premier, c'est toujours de penser que si quelqu'un n'est pas politiquement d'accord avec moi, c'est parce qu'il n'aime pas mon ethnie. Demandez aux Camerounais comment ils apprécient la critique politique. Quel est le premier réflexe? C'est-à-dire que quand vous faites une objection politique à quelqu'un, la première grille de lecture qu'il applique à votre objection, c'est que vous n'aimez pas son ethnie. Maintenant, si vous êtes de son ethnie, vous n'aimez pas son village. Voilà les mécanismes mentaux des Camerounais. Si le leader est un Bassa, et que vous êtes de culture Bassa, quand vous le critiquez, il dit « Ah non, c'est pas un Bassa de mon village ». Maintenant, si vous êtes même de son village, et que vous le critiquez, il dit « Oui, non, c'est une famille voisine, ils sont jaloux de nous depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils me critiquent ». C'est-à-dire que le tropisme tribal est devenu l'explication pour tout. La justification de tout. Tout se justifie par ça. Tout. Et c'est le fondement, justement, du révisionnisme et du négationnisme populaire. C'est-à-dire qu'au lieu de juger les gens sur leurs actes, au lieu de juger les gens à partir de l'histoire, de leurs pratiques sociales, politiques et économiques, on va juger les gens sur des catégories d'appartenance figées, imaginaires, fixes et systématiques. Donc en fait, les Camerounais ne se jugent pas, ils se préjugent. Ils projettent les uns sur les autres les clichés qui leur ont été inculqués dans leur milieu familial, dans leur milieu, eh bien,
milieu social, économique, dans leur milieu politique national, dans leur milieu diasporique. Ce qui fait précisément que on devient un peuple qui ne peut pas faire peuple, parce qu'il est bloqué de part et d'autre par les préjugés qu'il entretient contre lui-même. Les préjugés qu'il entretient contre lui-même. Si vous demandez à un Camerounais, à une Camerounaise de vous raconter l'histoire du Cameroun, vous vous rendrez progressivement compte que tous les méchants sont des gens qui ne sont pas souvent de sa propre origine ethnique. La plupart des méchants sont originaires d'une autre ethnie que la sienne. Quelle que soit la manière dont ceux-ci se débrouillent pour vous raconter l'histoire, ça finit toujours par l'ostracisation d'un groupe. Demandez aux Camerounais de vous raconter l'histoire du mal camerounais. Ils pointent un groupe. Ils pointent l'autre. Et ils systématisent sa critique. Et elle s'applique à tous ceux qui ont un point de ressemblance culturelle avec l'autre. Voilà la magie par laquelle nous avons un peuple qui ne fait plus, qui n'est plus, pour le moment, et depuis très longtemps, capable de grandes manifestations populaires. Les seules fois où les Camerounais sont capables de se mobiliser comme peuple sont les fois où il y a euphorie autour des victoires des lions indomptables du Cameroun. Encore que ces victoires euphoriques sont rapidement récupérées par le pouvoir politique, qui essaie de les présenter comme la preuve de son efficience et de son efficacité dans la gestion du pays. Même les victoires sportives des lions indomptables sont rapidement récupérées. Et parfois, à l'intérieur même des équipes nationales des lions indomptables, sont reproduits les conflits qui déchirent la société à partir des préjugés ethniques. L'une des raisons pour lesquelles on a continué à maintenir, ça et là à travers l'Afrique, des coachs occidentaux à la tête des équipes nationales, c'est pour neutraliser le phénomène du tribalisme à l'intérieur de l'équipe nationale. Le fait que pendant longtemps, dans la plupart des pays africains, les nationaux n'étaient pas les sélectionneurs nationaux des équipes nationales. J'espère que vous savez que la cause, c'est le fait qu'on craignait que le sélectionneur, étant un national, risque de privilégier les meilleurs joueurs de sa tribu. Et l'un des motifs qui a été avancé pour imposer pendant très longtemps des sélectionneurs étrangers, c'était que ceux-ci, n'étant pas du pays, pouvaient faire preuve de détachement, d'objectivité et se contenter de composer ou essayer de composer les meilleures équipes possibles. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que, intellectuellement, moralement, spirituellement, nous ne serions pas capables de nous regarder nous-mêmes comme le même peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cette idée qui est au cœur du révisionnisme et du négationnisme. Alors, les entrepreneurs, eh bien, que j'appelle ethno-nationalistes, pourquoi est-ce qu'ils font cela? Prenons le cas récent de Limbi Lobé. Mais il fait cela parce que c'est cela qui lui permet de vivre. Il faut savoir que l'ethno-nationalisme est un marché public politique. C'est une source de clientélisme. On est dans une année où M. Biya ou son régime veulent se reproduire à la tête de l'État sur la base d'une parodie électorale. Et ils savent que l'hypothèse la plus dangereuse pour le régime, ce serait une mobilisation unanime du peuple camerounais pour une transition. Pour empêcher qu'une telle mobilisation monstre nationale, sur la base de la conscience de l'appartenance au même peuple africain ait lieu, on active région par région des individus chargés d'huiler le mécanisme de neutralisation mutuelle. Je vais vous expliquer à quel jeu on fait jouer Elimbi Lobé. Il y a des Elimbi Lobé dans chaque région. Il y en a dans le centre, il y en a dans l'ouest, il y en a dans le nord, il y en a dans l'extrême nord, il y en a dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans l'est, dans le sud. Dans toutes les régions du Cameroun, il y a des individualités qui sont chargées de faire ce que Elimbi Lobé fait là. C'est-à-dire de produire un discours qui produit une neutralisation réciproque des communautés. Un enfermement mental des communautés dans leurs préjugés respectifs. C'est utile pour le régime. Parce que nous sommes à une année où le régime ne veut pas que le peuple camerounais agisse en tant que peuple. Le régime veut que le peuple camerounais agisse en tant que communauté Bami, agisse en tant que communauté Haoussa, agisse en tant que communauté Betiboulou, agisse en tant que communauté Sawa, agisse en tant que communauté anglophone. Cette année 2025, le régime ne veut pas que les Camerounaises et les Camerounais agissent en tant que peuple camerounais. Dans ces conditions, il suscite des individus qui tiennent un discours qui va créer des crispations, des
dans les mécanismes de mobilisation mentale, sociale et populaire. Et Limbilobe, par exemple, en s'attaquant à Wandie, sait qu'il va déclencher une réaction communautaire. Du côté du peuple africain Bamileke, dont Wandie est issu. Et Limbi, en faisant ça, il accomplit une mission. On lui demande de provoquer une réaction mécanique, communautariste, du peuple Bamileke, dont le président Ernest Wandie était issu. Et le tour est joué. Dès que ceux qui critiquent Limbilobe sont éventuellement, majoritairement, des Camerounais issus de l'ethnie Bamileke, on dit, vous voyez, on vous avait dit non. On vous avait dit qu'eux, ils ne défendent que les leurs. Si on avait dit ça sur Oumiobe, est-ce qu'ils allaient sortir? Si on avait dit ça sur Osende Afana, est-ce qu'ils allaient sortir? Ils sont sortis à cause de Wandie. Donc, ce sont des tribalistes notoires. C'est un piège. On va faire la même chose. On va susciter une élite qui est un pays Bamileke du Cameroun, va dire quelque chose contre les bêtis. Les bêtis vont sortir en masse. Ah, voilà. On vous a dit qu'on ne peut pas laisser le pouvoir. Ils vont venir se venger pour nous tuer. Si quand tu arrives au pouvoir, on est mort. On vous avait dit ça. Jamais, jamais, jamais le pouvoir ne quittera Yaoundé. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ils vont sortir comme ça. Tout ça est organisé. Hein. Ça, c'est la géostratégie diabolique. C'est ce que j'appelle l'art de la sorcellerie. L'ensorcellement camerounais. Je vous explique ça. On va avoir des gens dans le nord là-bas qui vont parler. Ah, les Fulbe viennent de dire que les Tupuri et les Mundans sont des sauvages, que ce sont des animaux. Ah non, jamais on va accepter ça de la part des Fulbe. Ah non, ils se prennent pour qui les Fulbe? On va sortir quelqu'un pour dire ça. Tout ceci pour empêcher le Fulbe, le Tupuri, le Mundan, le Giziga, etc. de se mettre ensemble pour libérer le Cameroun. Vous comprenez? On va descendre à Douala. On va sortir quelqu'un qui va dire que de toute façon les Bassas, leur travail c'est uniquement de porter des plaintes. Depuis que Oumiobe est tombé là, les Bassas sont devenus fous. Et hop, les Bassas vont sortir. Les Bamileke nous attaquent, on leur a vendu le terrain ici, maintenant ils se moquent de nous. Ils vont voir. Voilà comment Paul Biya boit son petit vin de palme tranquillement en Vomeka. Ils sont en train de s'engueuler. Il faut attiser les engueulades. Il faut que les Sawa ne s'entendent même pas avec les Bachas. Il faut que les Bachas des Zeka et ceux des Dia ne s'entendent pas. Il faut chauffer le coin entre les Haoussa et les Fulbe. Il faut créer un problème entre les Tupuri et les Mundang. Débrouillez-vous pour que les Étones se sentent exclus. Les Bolo et les Ewondo, ne les laissez même pas penser ensemble. Faites tout pour que les anglophones de Boya et les anglophones de Bamenda soient prêts à s'entretuer, créer quelque chose. Voilà le travail des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Donc moi personnellement, les propos de Limbilobe ne m'impressionnent pas parce que je sais que c'est qu'un petit pion d'un jeu complexe qu'il est loin de comprendre lui-même. D'ailleurs, Limbilobe, en écoutant cette conférence, va mieux comprendre à quoi il sert. Il va mieux comprendre comment on l'utilise. Il n'est qu'un misérable petit pion d'un vieux jeu qui a été pensé par les colons, enseigné aux néocolons, transmis à leurs héritiers et qui est pratiqué avec discipline par Paul Biya. Et son véritable cercle rapproché de fidèles sont des manipulateurs et des révisionnistes notoires. Alors maintenant, j'en viens à la conclusion de la présente conférence, car je vous ai expliqué le mécanisme. Personne de ceux qui ont écouté cette conférence ne peuvent me dire, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, vous êtes outillés, grâce à cette conférence, je l'espère, pour comprendre le mécanisme de la manipulation, de la provocation, de l'instrumentalisation ethnique. Donc quand un type comme Limbilobe sort pour dire des bêtises, il ne faut pas réagir spontanément à ce qu'il dit. Il faut observer un temps de silence. Il faut observer un temps de silence et provoquer une réaction en chaîne. Une réaction transcendante. Le pays doit réagir du nord au sud, de l'est à l'ouest, le plus largement possible en passant par le centre et les diasporas.
quand quelqu'un veut s'amuser à manipuler la communauté, à manipuler l'union, la communion du peuple africain du Cameroun, nous devons réagir avec transcendance, avec hauteur. Les choses vont s'améliorer quand nous ne nous laisserons plus prendre au premier degré par ces voyous. Des mercenaires en fait du régime. Et je dis qu'ils sont embusqués dans l'ouest. Hein? Ils sont embusqués dans le littoral. Ils sont embusqués dans le centre, le sud, le nord-ouest, le sud-ouest, l'est. Ils sont embusqués dans la Damawa, dans le nord et l'extrême nord du Cameroun et dans les diasporas. Ils vont multiplier des provocations de cette nature pour bloquer le peuple camerounais. Parce qu'ils savent très bien que c'est le plan B dont j'ai parlé qui va mettre fin au régime de Paul Biya. La mobilisation transcendante du peuple camerounais. Dès lors que ce peuple va se regarder comme un seul et même peuple africain. Ils ne veulent pas que nous nous regardions comme un seul et même peuple africain. C'est le but pourtant du livre que j'ai écrit. Pour un nouveau leadership populaire camerounais, appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Quand tu es pris dans un système et que tu ne parviens pas à t'en sortir, la seule manière de t'en sortir, c'est prendre la hauteur par rapport au système. À partir de là, tu le contrôles mieux. Quelle hauteur les Camerounais doivent-ils prendre pour sortir du piège du régime Aïdjopia, du régime néocolonial et colonial Aïdjopia? La posture que les Camerounais doivent prendre, c'est la posture panafricaine. Les Camerounaises doivent se regarder comme membres du même peuple africain. Le Camerounais doit regarder son compatriote camerounais comme le Camerounais doit regarder le Malien, le Gabonais, le Centrafricain. Il doit le regarder comme un Africain. C'est-à-dire quelqu'un avec qui j'ai parti lié, j'ai destin lié, j'ai communauté d'histoire et communauté de vie. Quelqu'un avec qui je dois apprendre à vivre d'une manière mutuellement bénéfique. Le livre que j'ai écrit a pour but d'inviter les Camerounais à développer individuellement et collectivement la conscience panafricaine. La conscience ethnique ne peut pas libérer le Cameroun de la domination. C'est elle qui est manipulée et qui nous bloque les uns contre les autres. La conscience patriotique camerounaise ne suffit pas parce qu'elle peut nous amener à un chauvinisme, à un national chauvinisme qui est très dangereux pour l'Afrique. Alors que la conscience panafricaine, c'est une dimension suffisante pour bâtir un grand pays, une grande république camerounaise. Je le démontre dans ce livre. Nous devons changer de perspective. Nous devons changer de hauteur pour libérer le pays. Bon. Et c'est grâce à ce changement de perspective et de hauteur que l'Alliance des États du Sahel a été créée en Afrique de l'Ouest. C'est parce que les présidents Goïta, Tiani, Traoré ont modifié le point de vue qu'ils ont sur leur propre pays, sur leur propre nation, qui sont en train de construire la nation sahélienne. Partie totale de la grande nation panafricaine. C'est à cette élévation que nous sommes appelés. C'est grâce à cela que l'AES résiste aux tentatives d'instrumentalisation de la religion, aux tentatives d'instrumentalisation des ethnies. Vous avez vu par exemple au Sahel comment on essaye de manipuler l'opinion pour présenter la lutte antiterroriste comme une lutte contre les Touaregs et les Peuls. On fait tout pour transformer la lutte antiterroriste en une guerre civile interethnique. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les dirigeants maliens se sont placés dans la position transcendantale panafricaine. Les dirigeants burkinabés sont dans la position transcendantale panafricaine. Ils sont inatteignables par ces mécanismes. Les dirigeants du Niger sont dans la position transcendantale panafricaine. Mais notre élite politique africaine, je dis bien celle de l'opposition, elle n'est pas encore dans la position transcendantale panafricaine. Elle est encore emprisonnée dans la position ethnique, tribale, emprisonnée dans la position nationale. Or, on ne peut pas résoudre le problème du tribalisme camerounais. On ne peut pas résoudre le problème du nationalisme camerounais si on n'adopte pas une position supérieure, celle du panafricanisme révolutionnaire. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie que, premièrement, nous n'allons plus réagir au compte-gouttes. Nous n'allons pas réagir au coup par coup, aux provocations des agents du néocolonialisme, du
du despotisme, du colonialisme camerounais, qui sont instrumentalisés par le régime RDPC, comme il l'était dans les années 60, 70, début 80 par le régime Ahidjo, UNC. On ne va pas tomber dans leur panneau. On ne va pas tomber dans le panneau de répondre au coup par coup et de nous disperser, de nous éparpiller. On ne va pas tomber dans le panneau de leur donner des réponses communautaires parce qu'ils veulent que nous leur répondions à partir d'une perspective communautaire. Si nous répondons à partir d'une perspective communautaire, c'est-à-dire de notre communauté tribale, régionale, religieuse, nous jouons leur jeu. Il faut que nous prenions l'habitude de répondre en nous posant justement dans la dimension panafricaine, ce que j'appelle la position transcendantale panafricaine, celle qui est en train d'émanciper l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième élément, nous devons bien comprendre que la bataille de 2025 et des années qui viennent après, c'est celle de la construction d'une république sur les bases de la communion, de la communauté, de l'unité panafricaine des peuples du Cameroun. Nous avons besoin au Cameroun d'une république fédérale panafricaine. Une république fédérale inspirée de l'idéologie panafricaine. C'est-à-dire dans laquelle tous ensemble nous nous considérons comme le même peuple africain. Et nous préparons à nous joindre aux autres nations africaines, aux autres États africains pour construire des ensembles puissants et nous faire respecter dans une grande fédération continentale à moyen ou à long terme face au monde entier. Voilà à quel niveau on doit vibrer. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais à développer la dimension de conscience panafricaine. Cela nous permettra alors d'aller vers une nouvelle république que j'appelle la nouvelle république fédérale panafricaine du Cameroun. J'ai en projet de déposer dans les 3 mois à venir le livre qui correspond à une conférence du même titre, déjà disponible, que je vais republier. Une conférence dans laquelle j'avais esquissé le projet de cette république fédérale du 21e siècle camerounais. Non pas un fédéralisme inspiré de la différence linguistique entre le français et l'anglais. Ce n'est pas le fédéralisme anglophone-francophone qui n'a aucune pertinence dans la civilisation africaine. Non, je veux pour le Cameroun, je propose pour le Cameroun un fédéralisme ayant pour but de découper le pays en régions ou États fédérés qui ne soient jamais mono-ethniques et dont aucun ne puisse se prévaloir d'une homogénéité ethnique lui permettant de s'affirmer une suprématie politique sur des bases ethniques. Donc un nouveau découpage du Cameroun ayant pour but de produire dans les régions du Cameroun toute la mixité de la nation dont nous serions capables. De telle façon que, par une décentralisation suffisante, par une centralisation suffisante également, nous ayons vraiment une république modèle, inspirée de la sagesse de nos ancêtres, de l'enseignement de l'histoire et des exigences de la modernité contemporaine. Voilà le chemin. Et voilà comment je pense que nous devons réagir à des propos dangereux, incendiaires, criminels, comme ceux de M. Elimbi Loé. Il faut déjà que nous-mêmes, nous ne les tenions pas. Toi qui as déjà dit des choses contre les Bamileke, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui dis tous les jours des méchancetés contre les Beti Boulou, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui as des opinions arrêtées sur les Bassas, surveille ta langue et corrige ta pensée. Toi qui regardes tous les nordistes comme un paquet auquel tu attribues des défauts systématiques, surveille ta langue, corrige ta pensée. Toi qui es là et qui considères l'anglophone comme un infra-camerounais, surveille ta langue et corrige ta pensée. Commence à vibrer plus haut pour participer au peuple de la libération, pour participer à la communion libératrice du pays. Il faut que chacun examine ses paroles, chacun examine ses gestes, que chacun examine ses intentions. Au lieu de se précipiter à pointer Elimbi Loé, en oubliant les 3 autres doigts de notre main qui sont repliés sur nos propres propos, tout à fait aussi scandaleux, si ce n'est maintenant, du moins dans le passé. Je suis devant vous, je vous parle.
est-ce que je peux prétendre que dans ma vie de citoyen camerounais, je n'ai jamais tenu des propos tribalistes? Si je le prétends, je mens. Le degré de conscience que j'ai maintenant, je l'ai développé. Je l'ai développé par le travail intellectuel, le travail moral, le travail spirituel. Et je dois rester vigilant. Qui que je sois au Cameroun, je dois rester vigilant sur cette question. L'instrumentalisation de l'histoire, l'instrumentalisation de l'ethnie pour paralyser le pays. C'est une question qui doit être l'objet d'une vigilance citoyenne permanente. Alors pour finir, Ernest Ouandié n'était un bandit que pour les ennemis de l'Afrique. Car chaque fois qu'un Africain s'est battu pour la libération des siens, les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes l'ont appelé bandit, l'ont appelé terroriste. Nelson Mandela et l'ANC étaient encore classés à la fin du XXe siècle organisation terroriste par les États-Unis et tous les pays européens. Oui, Mandela là, il était classé terroriste. Parce qu'il se battait pour la libération du peuple sud-africain. Donc nous, Africains, cultivés de ce temps, ne nous laisserons jamais impressionner par les qualificatifs méprisants utilisés par les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes contre nos héros. Car nous savons qui sont nos héros et ce qu'ils valent. Nous savons le sacrifice suprême consenti par les leaders de l'Union des populations du Cameroun des années 40, 50, 60, 70 pour garder et veiller l'âme immortelle du peuple camerounais. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Ah, le matin on les appelle Makiza, l'autre jour on les appelle bandits. Ensuite, du bout des lèvres, avec hypocrisie, on dit qu'ils sont héros de la nation, tout en méprisant leur combat et en traquant leurs héritiers. Nous ne nous laisserons jamais impressionner par des ignorants, comme Elimbi Lobé. Et il n'y en a pas seulement en pays d'Issawa, il y en a à l'ouest, des ignorants de la même nature, qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une lutte de l'ouest. Il y en a en pays Bassa, qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une affaire de Bassa. Il y en a dans le nord, qui réduisent le combat de la libération du Cameroun à une affaire de leur groupe ethnique, de Fulbe, de Haoussa, etc. Il y en a dans le centre-sud, qui croient que seuls des gens de leur ethnie, dans le centre ou dans le sud, auraient contribué à libérer le Cameroun. Tous ces mythologues, tous ces mythomanes, tous ces individus manipulés et manipulatoires ne doivent pas impressionner un peuple vigilant, un peuple instruit. Nous devons au contraire combattre la stratégie qui les suscite, qui les finance, qui les nourrit. Nous devons vaincre la république bananière, néocoloniale et coloniale qui permet à ces gens de vivre. Et Elimbi Lobé est simplement employé. Ce sont des gens qui sont envoyés et qui sont payés à la tâche. Ils sont payés pour dire ce qu'ils disent, pour provoquer comme ils provoquent, pour scandaliser comme ils scandalisent. C'est grâce à cela qu'en retour, ils ont de la ristourne pour pouvoir affronter leurs jours fragiles. Au lieu donc de se focaliser sur le cas Elimbi Lobé, comme si c'était le seul à le faire, regardons tout le système. Et faisons tout pour vérifier que nous-mêmes là, nous ne sommes pas piégés dans le système. Nous ne répétons pas les mots du système. Oui, si tu penses qu'Elimbi Lobé a dégamé, ce qui est vrai, n'oublie pas que certains de ceux qui ont envoyé Elimbi Lobé dégamer, tu les présentes souvent comme de bonnes personnes. Elimbi Lobé ose présenter Ernest Ouandié comme un grand bandit. Mais le type qui a exécuté Ouandié, beaucoup d'entre vous le présentez comme un bon type. Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un gros problème collectif qui se pose avec la mémoire nationale. Un gros problème collectif. Nous vous reviendrons dans cette prochaine édition depuis ce centre de production, c'est donc au Faso. Vous avez donc suivi Franklin Yamsi qui a donc dit les 8 vérités à Elimbi Lobé qui pensait donc qu'il était donc plus malin que les Camerounais.
Alors, Franklin Yamsi nous explique donc que Libi Lobe est donc obligé de créer donc un couloir pour vivre, pour avoir de quoi manger. N'oubliez donc pas de vous abonner sur cette édition spéciale depuis ce centre de production au Burkina Faso.